Bonjour à tous. Alors merci d'être présents sur ce panel et aussi merci à ceux qui sont connectés en ligne actuellement. Donc j'ai le plaisir d'animer ce panel aujourd'hui avec un sujet important, la diversité, ceux qui l'incarnent à l'image et ceux qui la font. Donc on a un panel très riche de 3 personnalités aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo. Elles vont se présenter dans la production de films et puis une spécialiste des sujets de RSE dans les industries culturelles. Voilà. Donc vous allez vous présenter. Pour ma part, donc moi je suis patron de Tétu. C'est un magazine, un vieux magazine qui a 25 ans depuis quelques temps. Donc bon, ça fait 25 ans que Tétu parle de diversité et on continue de plus belle depuis 4 ans. Donc voilà, j'ai le plaisir d'animer ce panel. Je vais peut-être vous demander de vous présenter rapidement. D'accord, on reviendra sur vos parcours après de toute façon. Mais tu veux commencer, Vanessa ? Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Vanessa Chicou et je suis membre du bureau de l'association Afro-Gameuse, qui est une association qui œuvre pour la mixité ethnique dans le monde du jeu vidéo. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire, je suis attachée de presse de profession depuis plus de 12 ans maintenant, plutôt dans les tech et l'industrie. Et voilà, donc j'ai rejoint l'association pour les aider, parce que c'était des sujets qui me plaisaient et qui me permettaient d'allier passion et engagement. Merci Vanessa. Laurence ? Bonjour, je suis Laurence Lascari et je suis productrice. Donc, j'ai créé il y a 13 ans une société de production qui s'appelle De l'autre côté du périph'. Et j'ai notamment produit le long métrage L'Ascension, qui est sorti il y a quelques années. Donc moi je m'appelle Pascale Tumerel, j'ai créé un cabinet de conseil Respetica qui accompagne les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs dans leur choix d'allier responsabilité sociétale et création de valeur durable. J'ai par ailleurs créé un enseignement à l'ESCP et à Sciences Po sur la RSE des industries culturelles et des médias et j'étais aussi l'ancienne directrice RSE du groupe Vivendi entre 2001 et 2016. Voilà, donc on a une riche diversité justement d'expériences pour ce sujet. Alors je vais faire mon bon élève, hein, je vais lire le descriptif du panel, comme ça permettra de bien cadrer la discussion. Donc par le choix des équipes de production, alors que ce soit de films, de jeux vidéo, des équipes de production, des intervenants, des comédiens, mais aussi des sujets, nous avons en tant que créateurs de cinéma, de contenu, de programmes, de jeux vidéo, un rôle à jouer pour fournir des contenus engageants. Comment aller vers plus de diversité et d'inclusion pour toucher un public encore plus large et peut-être aussi éduquer un public plus large. Moi, j'étais assez frappé dans la préparation de l'entretien par la culture des chiffres que vous avez toutes autour de la table. On en reparlera. Je vais commencer par une citation. Alors, elle n'est pas de moi, mais en tout cas, c'est une citation que j'aime bien. J'aimerais vous faire réagir. C'est Elisabeth Moreno qui l'utilisait récemment dans un colloque du même style sur le même sujet. Et c'est une citation d'Amin Malouf. Éclairer nos différences pour faire apparaître les fils invisibles qui nous relient. C'est notre regard qui enferme, c'est notre regard qui libère. Qui veut réagir pour démarrer ce panel ? Je trouve que c'est une très belle citation et qui met un peu en relief et en avant le besoin en fait d'exprimer la diversité, la richesse culturelle et multiculturelle qu'on peut avoir justement et de pas forcément se fermer sur cette richesse culturelle qu'on peut avoir. On a la chance en France d'avoir énormément de culture et l'opportunité d'en faire plein de choses et je pense que c'est vraiment important de pouvoir embrasser tout ça et permettre de libérer la créativité. Qui enchaîne ? Moi, cette citation, elle me parle de subjectivité du regard, elle me parle de représentation, elle me parle d'assignation. Et c'est ce sont les sujets sur lesquels je m'engage au quotidien, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde, toute personne qui a un talent, qui a un désir d'écrire une histoire ou de la mettre en scène, eh bien qu'elle puisse avoir accès aux mêmes opportunités que les autres. Et quand je parle de représentation, bien évidemment, la société est imprégnée finalement de représentation. Et nous, en tant que créateurs de contenu, on est aussi créateurs de représentation. Donc on a une responsabilité. Et un devoir aussi. Parce que, on l'a vu avec notamment
les Américains, la manière dont ils ont pu aussi vendre leur modèle de vie à travers leurs œuvres cinématographiques notamment. L'audiovisuel au sens large, les écrans, c'est une arme vraiment extrêmement puissante et charge à nous en fait de l'utiliser pour créer quelque chose de positif. Et donc cette citation me parle parce que ce qu'elle dit en fait, c'est que chaque individu est porteur d'universel. Donc la manière dont on va représenter cet individu est extrêmement importante. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Ça se joue déjà au niveau des équipes, par exemple, dans le domaine de la production cinéma, des équipes en elles-mêmes, la sélection des équipes. Et ce que vous faites finalement de l'intérieur, ça reprend une pub de yaourt, mais ça se voit aussi de l'extérieur à l'écran. Donc ça, c'est important, mais on y reviendra. Pascal ? Brièvement, parce que tout a été très bien expliqué, mais cette citation, elle se réfère notamment à ce qui nous unit. C'est le genre humain, c'est l'humanité, malgré nos différences. Et le regard qui enferme, c'est bien sûr le repli sur soi. Et le regard qui ouvre, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture de la culture. Et exactement, c'est la responsabilité justement des industries culturelles et des médias qui façonnent ce regard et qui peuvent nourrir ou pas l'esprit critique et la réflexion. Vanessa, je démarre par toi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'Afro-Gameuse, cette association et ce que j'ai retenu de la discussion en amont, c'est finalement la puissance éducative des jeux vidéo, non seulement pour des ados, mais aussi pour les parents, quelque part. Déjà, parle-nous un petit peu d'Afro-Gameuse, la mission, et puis après on pourra creuser. Donc l'association a un peu plus d'un an. Elle a été créée par Jennifer Lufo, qui est donc la fondatrice et la présidente de l'association. Ça a été créé en juillet 2020, d'abord avec une communauté Instagram, et ensuite on a officialisé les choses avec le statut d'association. Et ça a été créé en fait, c'est né d'un constat sur le manque en fait de représentation, de rôle modèle aussi dans l'univers du jeu vidéo, lorsqu'on parle de femmes et notamment de femmes racisées. Dans notre cas, c'est plutôt les femmes afrodescendantes, puisque ce sont des choses qu'on connaît. Et on s'est dit, en fait, il manquait, il y avait un problème sur la représentation des personnages, mais aussi sur la toxicité qu'on peut avoir quand on est une streameuse ou quand on est une joueuse, tout simplement. Voilà, donc toutes ces thématiques-là, le fait d'avoir peu de personnes issues de la diversité dans l'industrie. Il y a des chiffres un petit peu Oui, alors on sait qu'il y a à peu près... Alors on sait que, d'après les chiffres du CEL, quasiment presque un joueur sur deux est une femme. Donc le jeu vidéo est par nature très inclusif. En revanche, on a malheureusement que 22% des femmes qui travaillent dans les studios de jeux vidéo. Ça tombe à moins de 10% lorsqu'on est sur des métiers très techniques. Dans les formations de jeux vidéo, on a 26% de femmes. Et alors pour le métier, enfin toute la thématique d'e-sport, et donc on a à peu près 10% d'e-sportives, donc c'est très peu et ça ne représente absolument pas en fait la diversité qu'on peut avoir dans le jeu vidéo par rapport aux personnes qui pratiquent ce divertissement. Alors, les actions clés d'Afro-Gameuse, alors c'est une organisation qui est récente, peut-être un peu plus d'un an. Voilà, un peu plus d'un an. Comment vous organisez et quelles sont les actions clés finalement? Alors on a à peu près 350 membres dans l'association et ce qu'on fait, c'est qu'on met en valeur en fait les personnes et les femmes afrodescendantes dans le milieu du jeu vidéo. On organise des événements. Que ce soit des événements internes où on participe à des événements pour valoriser en fait les différentes personnes qui font le jeu vidéo. On fait des masterclass pour permettre aux personnes qui ont envie d'intégrer l'industrie de savoir un peu plus qu'il y a énormément de métiers en fait dans l'industrie et peu de personnes le savent et donc c'est important de donner des clés aux personnes pour qu'elles puissent en fait réussir à intégrer si elles le veulent et participer. On a à cœur d'avoir un espace d'entraide et de soutien pour les streameuses, les joueuses. Ce qui est important de savoir, c'est que l'association est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte aux femmes, aux hommes, elle est ouverte aux personnes noires, aux personnes blanches, aux personnes asiatiques. On est vraiment sur l'inclusivité. Certes, notre cheval de bataille, c'est la valorisation et la représentation des femmes afrodescendantes, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir parler en bonne intelligence avec tout le monde, les industries, les parents, les institutions
institutions, les autres associations, pour qu'on puisse en fait avoir une industrie plus inclusive et qui puisse valoriser les minorités dans l'industrie. On reviendra sur justement la relation avec les institutions. Alors en exemple concret, tu évoquais cette initiative d'hackathon avec cette notion de narrative design. Tu peux nous en parler alors, un petit peu ? Ça, c'est une toute petite partie de ce qu'on fait, mais on a participé il y a très peu de temps en fait, à une game jam. La game jam, c'est le principe du hackathon. Le hackathon, c'est quand on crée sur la partie un peu ingénieur une application, un site en très peu de jours. Et là, en fait, on a participé à une game jam qui était sur l'héritage culturel. Et on s'est associé avec plusieurs groupes, dont Banlieue du Turfu et le Studio Traversé, pour en fait parler de ce qu'on sait et mettre en avant la diversité culturelle et l'héritage culturel au travers du jeu vidéo. Et on a eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui étaient expertes ou novices sur certains sujets, que ce soit sur le développement de jeux vidéo, sur la narration, etc. Et donc moi, je me suis initiée au narrative design, qui est la narration de jeux vidéo, qui est une expérience extraordinaire. Voilà, donc c'était assez intéressant. Mais on essaie de mettre plein de choses en place au sein de l'association. Et surtout, on part du principe que l'association, en fait, elle est faite par les membres et par la communauté. Et ça nous permet on a vraiment à cœur de valoriser en fait toutes ces personnes-là et de leur donner un coup de projecteur en fait tout simplement, et pour créer des vocations, et surtout au niveau de donner l'opportunité aux jeunes filles, aux femmes, à tout le monde en fait, aux personnes issues de la diversité, de pouvoir apprécier l'expérience de jeu d'une part, mais aussi de pouvoir se professionnaliser, découvrir des métiers, plein de choses hyper intéressantes qui se passent dans le jeu vidéo. D'accord. Alors, sur les institutions, on y reviendra tous ensemble tout à l'heure. Je vais juste revenir sur cette idée de la puissance du jeu vidéo en termes d'éducation des jeunes, des ados et la relation aux parents. Ça fait partie des choses qu'on aimerait mettre en place de manière plus proactive sur ce sujet-là, parce qu'il faut savoir que le jeu vidéo, déjà, c'est le premier divertissement en chiffre d'affaires dans le monde, mais surtout depuis le confinement, mais c'est vraiment une très grande puissance en fait, de divertissement et de médias. Et il y a énormément de jeux, il y a énormément de sujets qui sont traités. Et en fait, les enfants, les ados, mais même les adultes, en fait, ont l'opportunité et la possibilité de pouvoir créer leur identité, s'informer, s'éduquer aussi via le jeu vidéo. Et effectivement, il y a beaucoup de jeux, enfin des jeux de combat, des jeux du FPS et des jeux de tir à la première personne, donc des jeux de shooting, etc. Certes, il y a cette partie-là, mais il y a aussi plein de jeux éducatifs, plein de jeux intéressants. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait parler à un public plus jeune, qui nous connaît moins, qui a moins la connaissance de ça, pour essayer de déconstruire les biais, expliquer pourquoi c'est important d'avoir telle représentation, plus de représentation, et de déconstruire tous ces biais en fait qu'on peut avoir lorsqu'on joue, et on a beaucoup d'informations. Et potentiellement, on peut ne pas forcément avoir une représentation du monde assez large et assez grande, et puis on n'a pas forcément le recul quand on est enfant là-dessus. Et de l'autre côté, c'est aussi important de parler aux parents, parce que les parents n'ont pas forcément la connaissance du média, du jeu vidéo, et des fois il y a une petite peur aussi. Lorsqu'on a son enfant qui joue beaucoup, on ne sait pas forcément pourquoi, on n'arrive pas à identifier aussi le type de jeu, et c'est très important de savoir cadrer, effectivement, parce que le parent, finalement, c'est lui qui donne l'accès au jeu, mais surtout de comprendre à quoi il joue, parce que en fait, pour donner un rapide exemple, si on va jouer à un jeu de combat type Street Fighter ou ce que vous voulez, potentiellement une partie peut durer quelques minutes. Si on va jouer sur un jeu qui est type plus tir à la première personne, donc jeu de FPS, par exemple Valorant, une partie va durer au moins une demi-heure. Lorsqu'on joue sur d'autres jeux, sur des jeux plus en ligne, en réseau, ça peut durer des heures et des heures, par exemple. Et déjà, avoir la connaissance du jeu, pourquoi l'enfant joue, parce qu'effectivement, il y a le fait qu'il joue juste pour se défouler, pour la créativité, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement une passion, et savoir aussi peut-être déceler en fait la passion que l'enfant peut avoir, potentiellement pour travailler avec, enfin dans le jeu, créer aussi un lien avec son enfant.
Ça peut être le moyen en fait de créer ce pont entre le parent et l'enfant, de jouer ensemble, de découvrir plein de choses, parce qu'il y a énormément de jeux, notamment dans les studios indés, qui sont très éducatifs et qui permettent de découvrir plein de choses et puis surtout d'apprécier l'expérience. Merci Vanessa. Laurence, alors ce collectif 50-50, c'est comme ça qu'on dit, la mission, les actions clés, moi je suis impressionné par la roadmap, le nombre d'initiatives, hein, on va y revenir, il y a une liste qui est assez longue et concrète, et puis comme tu le disais aussi dans la préparation, les chiffres n'ont pas d'opinion, donc une culture de chiffres dans le collectif qui a l'air forte. Donc tu nous parles un petit peu du collectif ? Avec plaisir. Donc c'est vrai que je n'ai pas dit en présentant que je suis coprésidente du collectif 50-50, qui est un jeune collectif également, puisqu'il a été créé en début d'année 2018. Et c'était suite à l'affaire Weinstein, au mouvement MeToo qui en a suivi, et quelques femmes de l'industrie cinématographique française se sont demandé mais comment on peut s'emparer de ce qui est en train de se passer, de cette déferlante MeToo, pour en faire quelque chose de durable au sein de l'industrie française. Et l'idée presque immédiate, ça a été de se dire, et si on allait questionner les lieux de pouvoir ? Parce que il n'y aurait pas eu l'affaire Weinstein, il n'y aurait pas eu tous ces cas de harcèlement, de violences sexuelles et sexistes, si dans les hautes strates de pouvoir, bien s'il y avait un peu plus de parité, s'il y avait un peu plus de diversité. Parce que le collectif, lui aussi, le collectif 50-50, voilà, il a un nom qui est peut-être un peu réducteur et peut laisser à croire que c'est vraiment uniquement les questions de parité. Mais ce qu'on rappelle régulièrement dans le cadre d'interventions comme celle-ci, ou aussi tout simplement par nos travaux, c'est que le collectif s'intéresse au sujet d'égalité au sens le plus large possible. Donc, on s'appelle le collectif 50-50. Nos premières actions concernaient la parité, mais pour autant, on a aussi œuvré et on continue à le faire sur les autres sujets de diversité. Alors justement, si on liste toutes les actions, hein, il y en a plein, donc on va essayer de les prendre une par une. Hein. Il y a la signature de la charte festival, le bonus parité, j'ai trouvé le mécanisme très intéressant pour les producteurs, hein. La formation, la dimension de formation pour les producteurs notamment, pour qu'ils puissent toucher des aides, la charte diversité inclusion, la Bible 50-50, programme de mentorat, etc. Alors, est-ce que tu peux parler de certaines initiatives ? Oui, alors je vais essayer de à la fois être exhaustive et puis en même temps que ça soit concis. Donc notre première action en 2018, c'était au Festival de Cannes, avec la montée des marches des 82 femmes qui symbolisent les 82 femmes réalisatrices qui ont eu un film sélectionné en compétition au Festival de Cannes. Sur un total de plus de 1600 films réalisés par des hommes. Donc voilà, par cette photographie puissante, l'idée était de montrer aussi que, par des chiffres, qu'il y avait vraiment un souci. Donc ça, c'était la partie visible, la partie médiatique. Nous avons profité de ce festival pour engager aussi le président Thierry Frémaux et aussi les représentants des autres sections de Cannes, donc la Semaine de la Critique, la Quinzaine des réalisateurs, la CID. Ils ont tous signé notre charte, qui est une charte qui les engage à plus de transparence dans la composition des comités de sélection, parce que jusqu'à présent, c'était une information qui était vraiment sous embargo pour les raisons que vous pouvez imaginer. On ne savait pas qui sélectionnait les films. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On leur a demandé de la transparence dans les chiffres, le nombre de films réalisés par des femmes qui reçoivent versus le nombre de films qui est sélectionné à l'arrivée, puisque eux nous disaient, mais nous, on aimerait bien qu'il y ait plus de films sélectionnés, de femmes en sélection, mais on n'en reçoit pas. Donc on leur a dit, ok, donc tact, donnez-nous les chiffres, et c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a plus de 150 festivals dans le monde qui ont signé cette charte. Et le troisième engagement qu'il a, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais on leur demande que leur conseil d'administration soit également paritaire. Donc ça, c'est plus ou moins simple d'arriver à cet objectif.
Et ce qui est intéressant sur les sélectionneurs, c'est qu'on a vu qu'une fois qu'il y avait la transparence, automatiquement, il y avait plus de parité et de diversité. C'est-à-dire que les responsables de festivals allaient même plus loin que ce qu'on leur demandait, puisque ça leur ouvrait les yeux finalement de se dire on va vous donner les noms, on va regarder, et puis là ils regardent autour de la table, ils disent ah mince, je crois qu'on a un souci, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de femmes et un peu plus de diversité. Donc ça c'était la toute première action. La deuxième, c'est le bonus parité. Donc là le collectif a travaillé avec le CNC pour offrir une incitation aux producteurs de sorte que les équipes soient davantage paritaires. C'est-à-dire que c'est un bonus. Donc, en fait, sur chaque entrée en salle, le producteur va toucher une petite partie du prix du billet. Donc, c'est une taxe qui s'appelle la TSA et il y a une petite partie, à peu près 50 centimes par entrée, qui va revenir au producteur. Et cet argent, il va aller sur un compte au CNC et le producteur pourra le réinvestir sur un autre film. Eh bien, dans le cadre donc du réinvestissement de cette aide, si le film en question, si l'équipe technique du film en question tend vers la parité, eh bien, le CNC va octroyer un bonus. Il y a une matrice de points, hein. Comment ça marche? C'est ça, il y a un barème de 10 points. 2 points si c'est une réalisatrice, 1 point s'il y a une productrice, et 1 point par poste, donc productrice, chef opératrice, chef décoratrice, ingénieur du son, monteuse. Voilà, il y a un certain nombre de postes décisionnels importants dans l'équipe qui sont listés. Et si on a 5 points sur 10, eh bien on peut avoir le bonus. Ce qui veut dire aussi que qu'un film réalisé par un homme peut potentiellement obtenir ce bonus. Et ça, c'est très important. Ce que ça veut dire, c'est que la diversité, la parité, pardon, ce n'est pas qu'une affaire de femmes et que les hommes ont un rôle à jouer. Et c'est aussi leur choix de décider de s'entourer aussi de davantage de femmes. Et on voit que ça marche, puisque... Oui, les chiffres. Voilà, les chiffres, il n'y a que ça de vrai. Donc quand on décide de mettre en place ce bonus avec le CNC, donc ça c'était on l'a annoncé en 2018, ça a commencé en 2019, il y avait 15% des films, donc les films agréés en 2018, 15% de ces films auraient pu recevoir un bonus. En 2019, on arrive presque à 25%, et en 2020, on est à 33%. Donc là, on voit que l'effet incitatif, ça joue son rôle à fond, et donc on embarque tout le monde, puisque pour rappel, 80% des producteurs sont des hommes en France, donc on embarque aussi tout un écosystème grâce à cette incitation. Et il y a même des formations obligatoires, je crois, pour... Tout à fait. Donc en mars 2020, le collectif a mis en place des états généraux contre les violences sexuelles, sexistes et contre le harcèlement. On a rassemblé toute l'industrie, donc les représentants des syndicats, les différents corps de métier, directeurs de production, techniciens, etc., pour réfléchir ensemble à une manière d'agir pour prévenir et lutter contre ces violences. Et donc l'issue, ça a été de rédiger un livre blanc avec un certain nombre de préconisations, dont la formation de tous les techniciens, enfin toutes les personnes qui pouvaient être impliquées dans les tournages. Et donc c'est un petit livre blanc qu'on a remis au CNC, et il en a été décidé que les gérants des sociétés, les producteurs, devaient maintenant obligatoirement suivre une formation sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc c'est au CNC. Et si, en tant que producteur, vous voulez pouvoir recevoir des aides du CNC, eh bien, il faut suivre cette formation. Il faut qu'une personne clé de l'entreprise suive cette formation. Et c'est une condition aussi pour le bonus parité ou... Bien, n'importe quelle aide du CNC. Donc la formation est obligatoire. Là, il y a eu déjà sur la première année en 2021, il y a 3000 producteurs qui ont été formés et ça continue. Vanessa, tu voulais réagir?
Ouais, je trouve ça hyper intéressant et surtout, la première chose, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas une vue de l'esprit et qu'on en a besoin et que ça fonctionne et qu'on voit l'évolution déjà, que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres secteurs, mais même dans le jeu vidéo, parce que par rapport à l'évolution des chiffres, par exemple pour la place des femmes dans le jeu vidéo, là on est à 22%, mais en 2019 on était à 15%. Donc il y a quand même une évolution et ça c'est quand même important de le souligner aussi. Et sur le fait de mettre en place en fait des actions et que ce soit des chartes ou de structurer les choses en fait pour valoriser, pour permettre aux personnes en fait de pouvoir intégrer ou de mieux représenter la diversité dans le jeu vidéo. C'est vrai que nous on essaye de mettre en place certaines choses et donc on est en train de travailler sur une étude qui va un peu parler de la toxicité en fait dans le jeu vidéo vu par les personnes, par les minorités, parce qu'il y a alors certes c'est une réalité, il n'y a pas de statistiques ethniques en fait en France et alors ça part d'un bon sentiment, certes, mais malheureusement ça fait que on n'a pas forcément de chiffres tangibles et de matière, de statistiques pour démontrer en fait ce qui se passe dans l'univers, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans d'autres, et ça peut être perçu un peu comme du ressenti. Bah oui, mais c'est toi, c'est ce que tu penses, mais regarde, on voit pas, et puis peut-être non, tout le monde n'est pas comme ça. Alors oui, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement, mais ça existe. Et la toxicité, elle existe dans le jeu vidéo, elle est retranscrite en ligne. Donc ça, c'est une réalité. Et donc on est en train de travailler là-dessus, aussi sur des petits livres blancs, en fait, pour aider à mieux comprendre certaines choses. Par exemple, les do's and don'ts, lorsqu'on va représenter un personnage issu des minorités. Parce que pour bien le faire, notamment une femme racisée, une femme noire dans le jeu vidéo, elle n'est pas forcément exotique, elle n'est pas forcément tout le temps nue, elle peut avoir un vrai rôle, elle peut avoir une vraie histoire. Il y a des dérapages des fois aussi. Tu me citais l'exemple de Tom Clancy et la représentation de l'ennemi dans le jeu. Oui, il y a plein de dérapages malheureusement. Un des derniers en date, c'est le jeu Tom Clancy, et en fait qui est sorti en juin 2020. Juin ou juillet 2020. Et donc, dans le jeu, il y a un groupuscule terroriste et qui avait comme étendard un point levé, comme Black Lives Matter. Et donc, il y a eu une polémique, ça a fait scandale, et la vidéo a été retirée, on a changé tout ça. Ça, c'est sur la partie diversité, mais il y a aussi des dérapages sur les personnages féminins. Un des exemples les plus connus, c'est le personnage de Citra, c'est un personnage où on a l'option en fait à la fin de pouvoir faire l'amour avec elle. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais vraiment. On le dit souvent, on n'a pas de problème en fait à ce qu'un personnage soit sexy, soit un peu érotique, mais si ça sert l'histoire, parce que ça peut arriver, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais lorsque c'est juste en fait pour le male gaze et juste pour les studios se disent le male gaze, pardon. C'est pour satisfaire en fait. Alors pour se dire qu'on va satisfaire un public, le public qui va jouer, qui serait un public masculin, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce que tu disais, déjà, c'est pas forcément le cas. Et il y a toujours en fait cette arrière-pensée, aussi le fait d'avoir des personnages qui sont hyper exotisés. On a le personnage de Shiva Alomar dans Resident Evil, qui est un personnage qui est très très bien fait à la base. Et en fait, elle a un skin. Un skin, c'est une différente tenue. Dans le jeu vidéo, on appelle ça des skins. Quand on peut changer les tenues. Et elle a une tenue qui est avec un collier avec des dents, des petites tenues avec léopard, vraiment comme si le cliché total en fait de la représentation d'une femme issue du continent africain, ce qui n'a aucun rapport avec l'histoire aussi. Voilà, donc il y a plein de sujets comme ça, il y a plein de choses comme ça, et donc on essaye de sensibiliser en fait les studios, mais aussi le public qui joue au travers de posts qu'on va faire sur Instagram. Et là, on est vraiment en train de vouloir formaliser les choses au travers de petits livres blancs comme ça. Et juste, alors peut-être pour avant de venir vers toi, Pascal, Laurence, un dernier exemple concret aussi d'initiative du collectif, c'était la Bible. C'est-à-dire au-delà des objectifs qui sont fixés, des outils qui sont développés, c'est aussi aider les producteurs et les équipes. Donc, tu peux nous parler de cette Bible? Tout à fait. La Bible, c'est un outil de visibilisation
d'auteurs, d'autrices, techniciens, techniciennes qui sont sous-représentés dans l'industrie. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir une plateforme en ligne où ils vont pouvoir renseigner leur profil. Et en face, on va inciter des recruteurs potentiels. Alors, les recruteurs dans nos métiers, ce sont les producteurs, les productrices, directeurs de production, réalisateurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des chefs de poste aussi, qui à un moment, si la personne avec qui il travaille habituellement n'est pas disponible, eh bien, nous, notre objectif, c'est que ça devienne un réflexe en fait, d'aller voir dans la Bible pour trouver des profils. Quand on parle de profils sous-représentés, en fait, on a listé les critères de discrimination du défenseur des droits, et en disant, voilà, si vous pensez que vous êtes susceptible d'être discriminé d'après ces critères-là, voilà, la Bible est faite pour vous, inscrivez-vous. Et en face, donc, on fait un peu de... Alors, pour continuer la métaphore, un peu d'évangélisation des professionnels pour que voilà, ils connaissent notre outil. Mais c'est voilà, vous aidez, c'est un peu de A à Z, quoi. C'est vous fixez les objectifs, oui, des outils concrets, puis vous aidez aussi. Tout à fait. Et là-dessus, on est soutenu par France Télévisions, voilà, c'est joli venir, qui en a fait un peu son outil numéro 1 pour augmenter la part de fiction réalisée par des femmes à l'antenne. Parce que aujourd'hui, il y a 12% de fiction qui passent sur France Télévisions qui sont réalisées par des femmes. Bon, les statistiques sont à peu près les mêmes partout, hein. Il n'y a pas que France Télé, mais ça veut dire que 88% des fictions qu'on regarde à la télévision sont réalisées par des hommes. Donc ça pose quand même, ça pose question, il y a un problème. Ça pose le débat, effectivement. Alors, Catherine, on va Pascal, pardon, je suis désolé. T'es troublé. On va changer de perspective. On parlait de France Télévisions, groupe de médias. Dans la discussion qu'on a eue, j'anime un keynote tout à l'heure à 14h sur le business model de la diversité. C'est sur ces sujets-là, sur la dimension création de valeur finalement, que ça peut apporter. C'est très concret finalement. Tu peux nous en dire plus? Merci Jean-Pierre. Tout d'abord, non, je voulais dire que c'était ici, cet événement s'appelle la première édition des industries culturelles et créatives et c'est accueilli par une banque, la BPI. Et c'est pour ça que c'est important en effet de mettre en perspective ce que la RSE apporte dans ces industries. Alors on a deux mots magiques, hein. On a industrie culturelle et créative, on a culture et créativité. Donc c'est déjà des trésors, donc des trésors qu'il faut servir au mieux. Et finalement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que ça doit permettre la circulation des idées, des sensibilités, des talents, des expressions artistiques. Et par conséquent, à partir de cet objectif qui est très beau, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que la RSE des industries culturelles et créatives. Alors la RSE, déjà, c'est ni la philanthropie, ni la conformité réglementaire. C'est une vision, c'est une démarche et c'est une boussole qui est stratégique. L'idée, c'est vous avez un super produit, une super activité. Si vous n'avez pas compris l'écosystème qui entoure votre activité, si vous ne percevez pas les risques ou les opportunités que vous pouvez saisir grâce à cette perception des signaux faibles qui sont émis par l'ensemble de vos parties prenantes, vous pouvez très très bien compromettre votre performance économique et c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, quand on parle de ces industries culturelles et créatives, donc quand j'étais, en effet, j'ai formalisé cette démarche chez Vivendi en 2001, où ma feuille de route était large, c'était l'impact de... 2001, c'est tôt, non ? C'était tôt, oui. C'est précurseur. C'était précurseur, pour tout dire. J'étais recrutée par Jean-Marie Messier à l'époque, qui m'avait demandé d'évaluer l'impact d'un groupe comme Vivendi à l'époque, sur la société. C'était donc des industries, il y avait les médias et les télécoms. Et ce qui était le point commun, c'était la création, la production et la distribution de contenu. Et si on pense que la RSE, c'est une contribution des entreprises ou des acteurs au développement durable. Alors, je ne vais pas embêter avec les définitions, mais c'est important quand même de définir les choses parce qu'on peut mettre tellement de différents éléments sous les mots. Le développement durable, c'était une définition très précise qui a été donnée par un rapport de l'ONU en 87. C'était permettre aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Donc, il y a une dimension environnementale qui est très souvent exprimée, mais la dimension culturelle, elle est au cœur aussi de ce développement durable. Comment on transmet aux générations futures la capacité
diversité de s'émerveiller, de disposer des biens communs culturels et d'avoir un esprit critique. Donc, en fait, à partir de cette définition, on avait établi que la contribution de Vivendi au développement durable, c'était de permettre aux générations actuelles et futures de satisfaire leurs besoins de communiquer, de développer leur esprit critique et leur curiosité, d'encourager le dialogue interculturel et le vivre ensemble. Et quand on est un groupe aussi important, on voit bien l'influence qu'on a sur ces sujets-là. Et d'avoir déterminé la diversité culturelle comme un des enjeux stratégiques, c'était très important parce que ça permet en effet, non pas l'amour des chiffres, mais l'amour des objectifs. Quand on se donne une vision, il faut savoir comment on l'atteint. Et on avait en effet des indicateurs très précis. À l'époque, il y avait donc Groupe Canal+, Universal Music, il y avait les jeux vidéo, il y avait aussi SFR, Maroc Télécom et aussi une activité au Brésil. Donc on avait cette concentration et c'est important parce que d'avoir cet axe stratégique, cette colonne vertébrale dans la politique, ça permet, comme je disais au départ, c'est une vision et une démarche, c'est d'embarquer toutes vos parties prenantes et notamment les investisseurs, d'où le rôle de la BPI comme investisseur qui accompagne les entrepreneurs, parce que quand vous vous rendez compte de votre responsabilité, il faut qu'elle puisse être comprise et partagée par les gens qui travaillent avec vous, y compris les salariés d'ailleurs. Et je pense que si aujourd'hui, dans les rencontres qu'on a avec les investisseurs par rapport à ces activités-là, si vous mettez que la diversité culturelle est un axe stratégique, ça permet d'analyser l'impact d'un groupe qui peut être très gros ou plus petit, mais un groupe très influent, par exemple, qui aurait une activité de musique, une activité de jeux vidéo, une activité de cinéma et qui se distingue par des initiatives très intéressantes en matière de diversité, mais qui, par ailleurs, ont aussi des programmes d'information où parfois, on peut avoir le sentiment que l'offense et la polémique qui vient du mot grec guerre, peuvent servir de charte éditoriale à la place de confrontation d'idées, honnêteté de présentation des informations. On voit bien que ce guide de la diversité peut permettre aux observateurs de voir comment cette entreprise contribue. Pour parler d'indicateurs, tu peux nous partager, Pascal, des exemples concrets d'indicateurs qui ont été mis en place, quelle que soit l'activité dans le groupe Par exemple, oui, la musique, c'était intéressant parce que quand je suis rentrée dans le groupe, j'assistais aux présentations financières des entités et Universal Music communiquait beaucoup dans les roadshows financiers sur les meilleures ventes. Et donc, les meilleures ventes, à l'époque, c'était les rappeurs 50 Cent, Eminem, qui étaient des grands talents. Mais moi, de l'intérieur, je savais qu'on était aussi numéro 1 du classique et numéro 1 des musiques du monde. Et en fait, cette réalité, elle apparaissait pas dans les meilleures ventes. Et donc, avec les collègues d'Universal Music, les collègues financiers, qui au départ comprenaient pas très bien ce qu'on entendait par création de valeur, on a travaillé ensemble et on a vu que, finalement, Universal Music, dans les 59 pays où Universal Music était présent, 65% des revenus venaient des talents locaux. Ça voulait dire que le jour où les équipes n'avaient plus la possibilité de capter les talents locaux dans les pays où ils étaient établis, ça voulait dire que on perdait 65% des chiffres d'affaires. Donc c'était ça la création de valeur, c'est le lien entre la création de valeur sociétale, parce que d'avoir cette diversité de répertoire, ça permet justement de servir la dignité de tous les clients dans le monde, de la reconnaissance, les sensibilités différentes, et ça a aussi une contribution économique. Donc c'est ça qu'il faut voir et qui permet d'attirer les talents aussi et les salariés et d'avoir cette ambition commune. Et autre point, tu me disais dans la discussion que finalement tu t'apercevais que toutes les discussions RSE souvent ne concernent que des entreprises comme Danone. Il y a assez peu, alors c'est peut-être schématisé, mais assez peu finalement les ICC, les industries finalement, oui, ce secteur est peu exposé à leur contribution au bien commun, puisqu'en ce moment on a tous débat, donc si on y croit, tout le monde est engagé pour améliorer la société, ce qui est un bon point de départ, y compris donc les investisseurs. Donc finalement, cet impact positif qui est recherché par tous les acteurs, il est peu exposé. Enfin, dans la presse, on peut voir par exemple la contribution à une économie décarbonée, à des nouveaux business models sur les transports, sur l'agroalimentaire, etc. En fait, on questionne peu les industries culturelles sur leur influence. Or, c'est un secteur énorme en termes d'influence, en termes d'emploi, en termes de revenus. Donc, c'est la responsabilité, c'est l'envers de la pièce, quoi. Si vous êtes si influent, quelle est votre responsabilité? Comment vous contribuez? D'où cet indicateur et d'où cette raison d'être qui existe d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est France Média Monde vient d'adopter la sienne, c'est écouter, regarder pour comprendre et agir dans le monde. TF1, c'est comment les contenus inspirent positivement la société. Donc,
mais en même temps, c'est pas des mots en l'air, quoi. Une fois que ces entreprises déclarent leur raison d'être et la RSE qui est un moyen d'atteindre cette raison d'être, comment on a très rigoureusement cette curiosité de leur dire comment vous faites, comment vous atteignez cette raison d'être, comment votre politique RSE, elle a vraiment des indicateurs et des objectifs précis et qui ne sont pas uniquement environnementaux. Parce que parfois, c'est plus facile d'évaluer les enjeux environnementaux que les enjeux d'indépendance éditoriale, de diversité culturelle. Or, c'est ça le cœur des métiers. Vanessa. Non, mais c'est très intéressant parce que ça me rappelle aussi, ça rappelle la problématique des studios et des éditeurs dans le jeu vidéo sur le fait de la responsabilité qu'on peut avoir et on sent malgré tout qu'il y a quand même une prise de conscience dans l'industrie et on essaye en fait de mettre des choses en place. Après, ça a plus ou moins une échéance proche ou c'est à plus ou moins de réussite. Et alors inversement, on constate plus que ce sont les studios indépendants qui ont plus cette liberté et la volonté en tout cas qui peuvent plus mettre en place facilement tous ces indicateurs en fait RSE et d'engagement, de diversité, voilà toutes ces thématiques là. Et il y a aussi cette volonté, on a besoin en fait que les grands studios qu'on appelle les AAA, sont les très très gros studios dans le jeu vidéo, le fassent aussi parce que même si ils peuvent le faire. Quand ils le font, on se pose toujours la question, est-ce que c'est vraiment sincère? Est-ce que c'est du marketing, etc. La question se pose, mais en même temps, c'est eux qui sont le plus connus et c'est via eux en fait, que le grand public, que les personnes ont connaissance de ça et on a besoin en fait, qu'ils le fassent pour qu'on puisse avoir une industrie dans le jeu vidéo, mais aussi dans la musique, dans le cinéma et autres, qui soit beaucoup plus inclusive et qui permet en fait, qui permettrait d'avoir que ces indicateurs-là finalement, qu'avec le temps ils disparaissent parce qu'on aura vraiment mis en place ça et la question ne se posera plus de la diversité et de l'inclusion. Tu parlais, Pascal, finalement d'un devoir des industries créatives en termes de finalement qualité ou diversité, en tout cas dans la lecture de la société qu'ils offrent à leur audience. Finalement, quand TF1 dans Danse avec les stars présente Bill Hassani qui danse avec un autre homme, Bill Hassani, donc non-binaire, qui danse avec un autre homme sur TF1 tous les vendredis soirs à 1 heure de grande écoute, c'est un message fort finalement. Donc il y a un devoir de... Oui, mais au-delà de la représentation, je veux dire, à l'image, moi j'insiste beaucoup sur les contenus et les histoires que ça raconte. Parce que si vous êtes avec une apparence différente, mais que vous racontez les mêmes histoires, c'est aussi un problème. Donc nous, on avait en effet des indicateurs sur les investissements dans les talents locaux, les premiers films, les deuxièmes films, les films à petit budget, les films qui ont des succès commerciaux. Et justement, c'était pas le court terme, c'est pas seulement le court terme. Bien sûr, il faut gagner de l'argent puisque c'est des entreprises. Mais en même temps, comment on se projette sur le long terme pour que cette diversité, elle irrigue l'offre de contenu, les récits. Récemment, dans une autre initiative, j'ai soutenu une éditrice ghanéenne d'édition pour enfants, de livres pour enfants, parce qu'au départ, on me dit, c'est pas le sujet, on est dans le cinéma. Je dis, oui, mais comment les enfants qui n'ont plus accès à leur histoire peuvent se projeter comme réalisateurs sur Netflix, j'en sais rien, s'ils n'ont pas été nourris par ces imaginaires au départ. Donc c'est toute une chaîne, en fait. Et c'est cette diversité aussi qu'il faut, pour ça que je parle d'offres culturelles et artistique, parce que c'est l'expression de l'humain et on peut pas c'est pour ça que ça sert à la dignité. Alors on se prend pas pour l'UNESCO, mais il y a quand même un devoir de ça et c'est très important. De même, alors on parle des grands groupes, mais moi je suis administratrice d'une start-up Iconem, d'ailleurs qui est connue de la BPI, mais qui fait un travail remarquable, je trouve, sur ce que doit être le développement durable. Donc cette harmonie entre les êtres humains. Dans une époque où les guerres ravagent le Moyen-Orient, les Iconem, si vous connaissez, mais ils vont numériser le patrimoine en danger, donc en danger par les guerres, mais par le réchauffement climatique ou par un délaissement des humains. Et en fait, quand ils restaurent Palmyre, des sites en Irak, des sites en Syrie, et qui renaissent via cette visibilité numérique, déjà, ils redonnent une fierté à ces pays qui sont accablés par le discours guerrier, où on les voit que des problèmes et que des conflits et que des pleurs et des larmes. Or, ils ont été aussi à l'origine de l'humanité avec l'invention de l'écriture, avec des monuments qui sont formidables. Et donc, moi, je trouve que cette start-up, Iconem, elle répond à cette contribution au bien commun et à ce
dialogue avec les cultures. Et ça, il faut vraiment que les investisseurs, que les ONG et tout ça comprennent cette contribution. Et non seulement par leur patrimoine, par leur activité de numérisation en 3D des sites en danger, mais aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont des programmes de formation, c'est-à-dire qu'il y a des archéologues syriens, irakiens qui viennent former les Français, et inversement. Donc, ça crée une humanité, les fils dont vous parliez au départ. Et ça, c'est très puissant et c'est très fort. Et c'est quand même ça vers lequel les industries culturelles doivent se diriger, plutôt que la division et la haine et les conflits. Je suis conscient du temps là sur le panel. Je voudrais parler des institutions. On en a pas mal parlé pendant la préparation. Peut-être plus pour Vanessa et Laurence, mais Pascal, libre à toi. Quelle est la relation que vous avez avec les institutions, alors que ce soit le CSA, CNC, le ministère de la Culture? Comment se passent les discussions avec eux? Alors, avec le CNC en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, évidemment, puisque on était sur pas mal de sujets liés à... Enfin, dans notre livre blanc, voilà, il y a un certain nombre de préconisations à faire en cas de problème. Et nous, on a... Lorsque le président du CNC, Dominique Boutonnat, a eu cette affaire... qui est intervenue sur le plan privé, mais qui quand même est au cœur de nos sujets. Nous, on a demandé à ce qu'ils se mettent en retrait le temps que la justice puisse faire son travail. On n'a pas eu de réponse, donc forcément, ça a un peu complexifié nos relations avec le CNC, puisque ce qu'on préconise n'a pas été appliqué, donc on a trouvé que c'était dommage. Et puis, ce qu'on a pu constater de manière plus générale, notamment avec aussi le ministère de la Culture, c'est qu'on était vraiment sur une rampe de lancement au départ où c'était très fluide et puis il y avait une vraie envie. Et puis on voit que là, ça s'essouffle un peu. Alors, on a traversé une crise qui est quand même qui est assez extraordinaire, c'est celle de la crise sanitaire. Donc évidemment, il y avait aussi d'autres priorités, mais quand même, on voit bien que la citation de Simone de Beauvoir, elle est vraie, quoi. Quand en fait nos avancées, ça nous montre à quel point nos avancées sont fragiles, puisque il suffit qu'il y ait un autre sujet qui vienne à l'ordre du jour, et puis on est complètement balayé et on doit ramer à contre-courant pour retrouver cette dynamique. Et Dieu sait que les sujets sont nombreux, donc voilà où on en est aujourd'hui. En gros, donc il y a la marge de progression, manifestement. Voilà, mais on est vraiment dans ce triptyque institution, militantisme et business. Vanessa, de ton point de vue? Alors nous, on n'a pas forcément de contact direct avec les grosses institutions type ministère, le CNC, etc. En revanche, on a pas mal de discussions avec des centres culturels ou des éditeurs, des éditeurs de jeux vidéo. On a participé le mois dernier à un événement qui a été organisé par la Cité des sciences et de l'industrie qui s'appelle le jeu vidéo féminin. On était notamment partenaire avec, on a participé à l'événement avec l'association Women in Games, qui est aussi une association qui est assez connue sur la problématique de diversité et de parité dans le jeu vidéo. Donc on a des échanges en fait, on a pas mal d'échanges, on a des choses qui sont concrétisées, notamment avec des interventions où on met en avant des membres, on prend la parole aussi sur ces sujets-là. On se rend compte que les éditeurs en fait se posent la question aussi ou essaient de mettre en place des choses et il y a ce dialogue en fait, cet échange pour parler avec des personnes concernées. Surtout pour en discuter et pour faire des groupes de travail ou des interventions au sein même de l'entreprise, parce que c'est hyper important en fait d'avoir cette prise de conscience et de l'insuffler ou de recueillir en fait ce que les salariés et l'entreprise veulent mettre en avant, et d'ensuite effectivement pouvoir le mettre à la lumière du jour au travers d'événements d'événements qui sont grand public ou non, mais en tout cas qui vont être communiqués de manière externe. Donc voilà, donc on est toute récente, mais on a quand même des échanges et on se dit qu'il y a quand même une belle marge de progression à faire. Une réflexion, et on parlera d'international, Pascal, après. Une question, il y a beaucoup d'organisations comme vous
collectif 50-50, les Afro-Gamers, les Women in Games, tu Oui, citais il y a tout à l'heure. aussi Streamer, qui est un collectif pour mettre en avant les streameuses. J'imagine qu'il y a LGBT. Il y a Perce Caché, il y a aussi effectivement des collectifs LGBT dans le jeu vidéo. Et vous travaillez ensemble ou pour avoir plus d'impact, je veux dire vous vous concertez, vous parlez pour avoir plus de poids vis-à-vis des institutions aussi, qui, j'imagine, sont sollicitées beaucoup. Oui, alors on se concerte, on se renvoie la balle quand on se tend la perche quand il y a des événements, on essaye de collaborer. Là, on nous demande activement de faire un événement caritatif et donc on serait peut-être potentiellement en train de... On va peut-être mettre en place un événement caritatif dans le jeu vidéo avec d'autres collectifs, d'autres associations. Donc ouais, c'est hyper important. Enfin, je sais que je dis toujours que c'est hyper important, mais ça l'est. C'est essentiel en fait de collaborer ensemble. Que ce soit des associations, des collectifs, mais avec des professionnels, pour donner plus de poids, pour sensibiliser en fait tout le monde. Et oui, pour s'aider, pour s'entraider. Et on a besoin en fait de créer de la valeur, pas que dans notre coin, parce qu'on a malgré tout tous des biais des biais inconscients et conscients. Et si on reste dans un entre-soi, on n'arrivera pas à dépasser et faire quelque chose, de créer quelque chose de sain en fait. Et donc oui, c'est essentiel de collaborer, d'échanger avec d'autres collectifs. Si on regarde ce qui se passe à l'international, alors peut-être avec ta vision grand groupe ou encore dans le domaine de la production vidéo ou dans le jeu, c'est mieux, ça va plus vite. Comment vous avez des contacts, vous benchmarkez, comme on le disait dans la préparation, ce qui se passe à l'international. Alors alors il y a plusieurs sujets concernant la place des femmes dans l'industrie. Quand on regarde à l'étranger, on s'aperçoit que même si les chiffres sont mauvais en France, on n'est pas si mal loti que ça, si on se compare à d'autres pays, même si on ne doit pas s'en satisfaire, mais c'est quand même pire ailleurs, il faut le dire. Concernant la diversité, moi je trouve qu'on est à un endroit où on est un peu bloqué dans un espace un peu dans un espace philanthropique, pour reprendre ce que disait Pascal, et on a du mal à être, je trouve qu'on a du mal à en sortir de cette zone des bonnes volontés, des bonnes intentions, mais on peut rien faire parce que vous comprenez, les statistiques ethniques sont interdites, donc on peut rien faire. Donc on est un peu coincé là-dedans, et c'est vraiment ce pourquoi on se bat littéralement au sein du collectif, pour pouvoir créer aussi nos propres études. Et d'ailleurs, il y a une étude qu'on va dévoiler lors de nos assises le 6 décembre prochain, qui seront au théâtre de la Porte Saint-Martin, également en ligne. On donnera un peu les premiers chiffres, mais on a décidé aussi de produire nos propres data aussi sur ces thématiques-là, parce que c'est très difficile de les obtenir. Bon, il y a le CSA évidemment qui fait son baromètre tous les ans, mais il n'y a rien ou presque côté cinéma, et on a envie de s'y atteler. Et il y a d'autres pays qui, comme la France, interdisent les statistiques ethno-raciales. Pour autant, ça ne les a pas empêchés de faire des études, de proposer des mesures, etc. Donc on est vraiment très en retard là-dessus, et on va faire en sorte de se bouger pour qu'on puisse avancer. Pascal, tu veux dire pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est pour ça que c'est pas de la philanthropie. La culture, c'est pas un enfant malade qu'on aide, c'est une ressource. C'est un facteur de performance économique, sociétale, et c'est un vecteur de cohésion, mais qui est juste unique. Donc c'est pour ça qu'il faut, même parfois si les acteurs culturels sont un peu choqués quand on parle d'indicateurs, etc., mais c'est quand même des progrès qu'il faut mesurer et une vision qu'il faut partager. Et ça, c'est très important qu'on ait cette sensibilité, moi je pense là-dessus. Après, par rapport au terrain de jeu international, donc on est français, mais on est aussi européen, et l'Union européenne met la diversité culturelle quand même dans l'acte de la Constitution européenne, déjà, ça y est, et puis dans ses programmes. Et en fait, il y a des études au niveau européen qui sont assez remarquables. Vous devez les connaître, et ça donne une vision justement pour voir comment on peut favoriser les progrès et analyser les obstacles. Parce que l'obstacle aussi des femmes
dans la vie artistique, c'est quand même la conciliation vie professionnelle, vie familiale. Parce que quand il y a les concerts le soir, des répétitions le soir ou des films le soir, donc on voit bien que c'est... D'où, quand on parle de parité, enfin moi j'ai beaucoup travaillé avec la Suède, mais on va parler de ça, mais la vision des hommes et des femmes sur un projet de société, c'est aussi ça qui est important pour changer les choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une autre idée. Ah oui, quand on parle des industries culturelles et créatives, bien sûr, le sujet, il y a le saxo, justement, ça me fait penser, j'entends le saxo, mais c'est la place des femmes dans la musique quand même, parce que, bien sûr, la libre circulation des idées par le mot, par l'image, par le son aussi. Et alors là, la place des femmes, c'est aussi un peu une catastrophe quand même. Il y a 4% de femmes chefs d'orchestre en France et 6% au niveau européen. Alors aussi bien dans la programmation des œuvres que dans la conduite des... Et c'était intéressant parce que les femmes chefs d'orchestre, pour exister, elles ont créé leur propre orchestre. Sinon, elles n'étaient pas acceptées dans les autres formations musicales. Et là, je voudrais quand même aussi citer l'exemple de Zaya Ziwani, qui fait un travail remarquable parce qu'elle a créé son orchestre en mettant le répertoire de musique classique dans les quartiers populaires. Et là, elle a une formation d'orchestre où elle essaye d'accueillir une parité femmes-hommes, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de pauvreté. Et la diversité, c'est ça aussi, en fait. C'est tout ce qui constitue l'âme de nos habitants et de notre société. Et Zaya, elle fait ce travail aussi de l'autre côté du périph', où justement, elle a amené les jeunes dans les salles prestigieuses parisiennes, mais aussi dans les zones rurales. Et c'est ça qui est un vecteur de dignité, encore une fois, et de cohésion. Et il y aura bientôt un film sur sa vie, un biopic. Formidable. Un message, quelque chose qu'on n'aurait pas couvert tous ensemble pendant ce panel, un sujet important qu'on aurait zappé. Pas un message, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Pascal, effectivement, dans la musique, c'est assez catastrophique. Et côté cinéma, parmi les compositeurs, en fait, il n'y a que 6% de femmes compositrices de musique de film. Donc, c'est un très gros chantier également. Une question? Non? Pas de question? On doit clôturer, je regarde le fond de la salle. On est bon? On est dans les temps? Parfait. Bon, bah écoutez, merci à toutes. Donc, puis merci à vous ici et Merci. en connexion. Merci beaucoup. Bonne journée.